Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau format de vidéo. J'ai décidé d'interviewer des personnes qui ont le feu sacré. Alors le feu sacré, pour faire simple, c'est le fait d'être passionné, d'avoir énormément d'enthousiasme pour une cause, un métier, un art. Donc à travers ces vidéos, je vais interviewer des artistes, des entrepreneurs, des créateurs qui sont profondément animés par ce qu'ils font, pour que voilà, ils vous transmettent leur feu sacré, qui vous inspire et qui parlent de leur passion. Et voilà, je pense que ça va être vraiment passionnant. Aujourd'hui, on commence cette série du feu sacré avec un ami, Benjamin, qui est, selon moi, un artiste complet parce qu'il touche un peu à tout. Il fait de la musique, il compose, il écrit et il réalise des films. Même si en ce moment, il est vraiment spécialisé, il s'est focalisé sur la création de courts-métrages, donc la réalisation. Et ce que j'aime chez lui, c'est sa polyvalence et l'imaginaire qu'il a. Je trouve qu'il a une imagination assez originale. Donc voilà, il va vous parler de tout ça. Je vous souhaite de passer un bon moment. Une série de Harmony Vibes et première. Salut Joe. Alors merci de participer à cette interview. Avant qu'on rentre un peu plus dans les détails, que tu nous parles de ton parcours, ton expérience, est-ce que tu peux nous dire en gros quel est ton feu sacré? Quelle est la chose qui te passionne en ce moment? My fire, mon feu. C'est en ce moment je dirais l'audiovisuel et plus particulièrement le cinéma. Donc j'ai intégré une école depuis 2 ans sur Villeurbanne à la Factory. Okay. Et c'est, tu sais, c'est le Paul Pixel qui m'accueille, c'est l'école Factory. Donc c'est une école de cinéaste pour apprendre à devenir réalisateur, metteur en scène. Donc voilà, je suis en plein là-dedans en ce moment et je finis en gros mon parcours scolaire par cette formation. Donc okay. c'est ça qui m'anime, c'est des projets, donc la mise en scène, donc fédérer une équipe autour. Et monter un projet, et on pourra plus développer si tu veux, mais yes. Et c'est en ce moment ce que je compte faire de ma vie. Ok, ce que j'essaie de faire. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, nous dire par quoi t'es passé On va passer tout ce qui est jusqu'au bac, puisque c'est pas intéressant, c'est un bac général tranquille. Hein. Et suite au bac, j'ai décidé de me lancer dans le milieu artistique. Mais j'avais un peu peur au début de me lancer vraiment dans tout ce qui est artistique à proprement parler, donc c'est-à-dire être un artiste, qui est quelque chose d'assez, je dirais, assez abstrait et assez flippant par rapport à la société d'aujourd'hui. On a plein d'a priori sur la difficulté de faire ces métiers. Donc je me suis orienté plutôt vers la technique et j'ai fait un diplôme des métiers des arts du spectacle vivant à Nancy. Là on s'est connus. Et du coup c'était une formation en 2 ans qui portait sur la création de spectacles et qui s'orientait plutôt sur la technique, le son et la lumière. Donc j'étais en spécialisation son. Et après cette école, je voulais revenir à ma toute première passion, qui était la musique de film. C'est ce qui m'a lancé dans notamment la musique. J'adorais les films de Miyazaki et notamment leur bande-son de Joe Hisaishi. Et je voulais absolument faire au moins une fois dans ma vie une école qui porte là-dessus. Et c'est là-bas où on s'est rencontrés à la MAI, Music Academy de Nancy. Et donc c'est en participant à cette école et aux projets que nous a présenté l'école, notamment des projets de court-métrage qu'on a fait ensemble, que je me suis dit, j'ai quand même développé pas mal de compétences dans plein de domaines différents. Pourquoi pas essayer de mettre tout ça ensemble pour faire mes propres projets. Et voilà où j'en suis. J'ai fait cette école donc, de réalisation et de mise en scène pour pouvoir enfin mener à bien mes projets. Voilà. Super. Et est-ce que ton entourage, ta famille a toujours accepté le fait, toujours soutenu en fait dans ta démarche de vivre de ta passion, d'être un artiste, quoi, de vouloir te développer là-dedans? Est-ce que ça a été facile pour toi? Alors oui, j'ai eu aucune difficulté. Ma famille est très tolérante. On vient pas du tout du milieu artistique, que ce soit mes parents, mes grands-parents, enfin ma famille proche ou éloignée. Mais en tout cas non, aucun a priori sur la chose. Non, j'ai eu vraiment un soutien, mais en tout cas je dirais un soutien moral, ça c'est certain. Et un soutien pratique c'est différent, puisque vu qu'ils sont pas dans le milieu, ils pouvaient pas m'aider à me trouver du réseau, des contacts, tout ça, mais en tout cas un soutien moral, ça évidemment. Et d'ailleurs j'ai fait que des formations privées et coûteuses, donc j'ai été aidé par ma famille déjà financièrement et moralement, ça c'est sûr. D'accord. Peut-être que du coup, s'ils étaient dans ce milieu artistique, peut-être que tu n'auras pas du tout fait ça. Tu penses que du coup, le fait que t'es pas grandi dans cet environnement... J'ai trop l'esprit de contradiction, j'aurais voulu faire quelque chose de différent d'eux. Non, je rigole, mais en vrai, je pense que ça... Je peux pas répondre à cette question, si ce n'est que en tout cas,
la preuve qu'ils ne viennent pas du milieu et que moi je suis là-dedans, c'est vraiment par passion et par feu sacré. D'accord, cool. Quel était ton déclic à un moment donné en fait je sais pas, quand tu étais plus jeune, ce truc qui a fait que tu t'es dit ouais, moi je veux pas être salarié, je veux pas avoir une vie un peu comme tout le monde et je veux créer quoi. Je veux m'exprimer et est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné? Alors, quand on parle de déclic, je pense qu'on fait référence à quelque chose qui se passe un peu du jour au lendemain, mais ça se passe jamais vraiment comme ça selon moi. Donc en tout cas, je pense que c'est pareil. Ça prend du temps, en fait, on se le dit pas comme ça d'un coup. Moi, je sais juste plusieurs choses. C'est que c'était mes grands-parents qui m'ont fait découvrir le milieu du spectacle, et notamment du théâtre. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir un milieu complètement extraordinaire au nôtre en fait, et c'est ça le milieu artistique, c'est dépasser les frontières du réel pour aller chercher, je trouve, autre chose, et c'est passionnant. Donc ça, c'est ce qui m'a fait m'intéresser au milieu. Et après, non, ça prend vraiment du temps. Moi qui avais une formation, je dirais, tout à fait banale et scolaire, par le bac, tout ça, enfin, ce serait mentir de dire que j'ai eu un déclic juste quand au moment où il fallait faire un choix, c'est-à-dire s'orienter vers des métiers artistiques ou faire quelque chose de plus traditionnel, conventionnel, ou des choses plus sûres, je sais pas comment les appeler, et ben j'ai fait le choix de ce qui me plaisait le plus, tout simplement. Et vu que ma famille et mon entourage me soutenaient dans cette démarche, si j'ai peut-être un déclic à décrire, c'est pas un déclic, mais c'est juste de voir mon père qui fait le métier qui lui plaît. Et, bon, il est dans le ferroviaire, rien à voir, mais juste ça te fait te dire n'hésite pas en fait, fais ce qui te plaît le plus, t'as une liste, voilà. J'adorerais être pâtissier par exemple, mais elle est pas première sur ma liste. Ouais. Je préfère faire mes mises en scène, metteur en scène, donc c'est pas vraiment un déclic, ça prend. J'ai toujours voulu faire ce que tu kiffais en fait. C'est ça, exactement. Et la preuve, la preuve en est, c'est. Ton père t'a inspiré en fait depuis que t'es. Bah en fait, il m'a juste inconsciemment montré que le travail, c'est, il faut pas rigoler avec ça parce que ses amis, on peut les choisir, on peut échanger, et c'est pareil pour le travail, j'ai envie de dire, mais si on peut tout de suite choisir le bon. Mais par rapport à ce que tu décris, oui, ça se fait pas d'un coup, puisque ma première formation n'était pas dans la mise en scène. Donc je suis allé faire du son et de la lumière et du spectacle, ensuite j'ai fait de la musique de film, et là me voici ici, et qui sait dans 10 ans. Voilà. Mais en tout cas, je suis ce qui m'anime, moi, ça c'est sûr. Ok, super. Question qui vient en tête comme ça, est-ce que tu penses que le fait d'être polyvalent et de vouloir un peu, quand tu fais une œuvre, vouloir, par exemple, comme dans ton cas, tu vois, faire la réal, l'écriture et composer la musique aussi, est-ce que tu penses que ça... Du coup, quand tu te spécialises pas dans un truc, tu le fais pas moins bien en fait. Alors, on m'a récemment dit quand on fait tout, on fait rien. Je crois que c'est complètement faux. Ouais, je suis assez pas d'accord avec ça. Je pense que quand on fait tout simplement. Et mais par contre, ce qui est certain, c'est que je pense que c'est une intention quoi. C'est ça. En fait, c'est du moment que t'es animé, c'est ça. Bah, pour moi, en fait, si tu mets dans tout, je sais pas, 4 heures par jour à faire plusieurs choses différentes, c'est quand même 4 heures par jour que tu mets à faire dans plusieurs choses. Enfin, donc dans tous les cas, tant que tu travailles, il y aura un résultat, je dirais, par rapport à ce travail-là. Et pour te répondre, moi je pense qu'en fait il y a vraiment deux types de... J'en connais deux si on doit classifier ça de manière très grossière. Deux types de personnes en fait. Ceux qui font confiance et ça marche très bien aussi pour eux et qui délèguent beaucoup. Quelqu'un qui a, je vais dire, une idée, un projet et qui va s'entourer et même s'il n'a pas les compétences, et ben il va s'entourer de personnes compétentes et il va quand même réussir à aboutir à un résultat plus que correct. Et il y a ceux qui sont un peu dans ce cas-là, ou qui aiment bien un peu avoir la main mise sur tout. Mais par contre, vraiment, je pense qu'aucun est meilleur que l'autre, il n'y a pas de tout ça en fait, c'est juste deux méthodes. Ouais, et pas de jugement de valeur sur ça. Ah ouais, non, pas du tout, non, il y a deux méthodes et chacun a la sienne en fait. Et ce sera évident que dans une méthode, il y aura quelque chose de plus contrôlé que dans l'autre, mais c'est pas forcément mieux, c'est différent. Parce que toi, c'est vrai que t'es quelqu'un qui a énormément d'idées, t'es hyper créatif. Comment est-ce qu'il y a des choses que tu fais, t'as des habitudes comme ça qui vraiment boostent ta créativité, qui permettent d'être plus créatif quoi, d'avoir des... Comment t'as ces idées alors? Bah alors c'est vraiment là pour le coup en tout cas comment ça se crée chez moi, c'est dans la solitude, ça c'est sûr. D'accord. Dans le fait d'être seul, j'arrive pas du tout à créer en communauté. J'arrive une fois que j'ai un projet à le présenter à une communauté et à l'amener à un résultat, ça c'est la base de la réalisation. Mais ces moments de palais imaginaire, je les ai très rarement en présence d'autres personnes. C'est quand je vais prendre... c'est des choses simples, hein, mais c'est prendre le bus. C'est dans l'ennui aussi que j'ai toutes ces idées. C'est super important de s'ennuyer. Je pense qu'on fuit trop l'ennui, mais l'ennui nous sert
excessivement à imaginer, parce que si on D'accord. se divertit tout le temps en faisant des choses, et ben normalement on n'a pas le temps de penser en tout cas à C'est. ces choses-là. Excuse-moi, je rebondis un peu, c'est peut-être pour ça aussi que t'as pas de compte Facebook. T'es l'une des rares personnes que je connais qui est dans. Qui crée et tout, et enfin, t'as pas de Facebook, quoi. On peut pas te joindre sur Facebook. Bah, c'est vrai que je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Tu penses que ça joue sur ta créativité, enfin ça. Bah sûrement, par contre ça peut aussi nuire à tout ce que je fais, puisque je communique très peu sur ce que je fais, et voilà, enfin, là c'est une des bonnes opportunités, mais Yes. et en tout cas oui, ça doit jouer, oui, Ouais, en mais fait, moi, en tout cas, dès que je suis plus avec les gens, j'aime bien être seul vraiment, et penser à tout ça, et avoir autant de temps seul me permet d'avoir autant d'idées, j'imagine. Voilà, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton gros projet, ton plus gros projet et par là, j'entends quelque chose. Le gros projet. Le gros projet qu'on sait tous les deux. Le palais imaginaire. Les palais imaginaires. Les palais imaginaires. Parle-nous de ça. Le projet des palais imaginaires. C'est. Ouais. Bah alors c'est un projet de 7 courts-métrages qui porte sur les palais imaginaires, comme son nom l'indique. Alors qu'est-ce que c'est les palais imaginaires ? C'est en gros cet espace dans notre tête où fermentent nos idées, notre créativité, et, euh, et chacun s'en sert d'une manière qui lui est propre. Et c'est de ça que je veux traiter dans ce projet. C'est en fait pour commencer, je dirais, ma carrière en tant que scénariste, metteur en scène. C'est avoir un thème commun et faire 7 films très différents. Donc 7 films de genre. On va passer de la comédie burlesque vers le film, je dirais, le film drame, en passant par la comédie musicale, la comédie, etc. Et, euh, et parce que je suis convaincu qu'en fait, de tout temps, les palais imaginaires existent. Et par exemple, le premier film, Consolation. Donc, si vous voulez voir un extrait, allez voir la bande-annonce, par exemple. Allez, on l'envoie. Ça ressemblait à un rêve. Tous les trois, au milieu de cette nature. Je trouvais ce lieu aussi paisible. Donc Consolation, Vincent, le personnage qui joue dans ce film, qui est interprété par Cédric, eh bien, il va dans ce palais imaginaire pour se consoler. Donc il a vraiment son utilisation propre de ce palais imaginaire. Dans le nouveau film sur lequel je travaille, on pourra en parler, il s'en sert différemment. Prochain film que je compte faire, après celui sur lequel je suis en train de travailler, eh bien, Pourquoi j'ai couché avec maman ? Eh bien, c'est l'histoire de Woody qui se réveille avec sa mère et qui est dénudée à côté de lui. On suppose que c'est le lendemain d'une soirée un petit peu chargée. Il va aller dans ce palais imaginaire pour essayer de se rappeler ce qui a bien pu se passer. Et voilà, c'est un peu ça les palais imaginaires. Est-ce que finalement les palais imaginaires, je pars peut-être un peu trop loin, peut-être, tu vois, mais est-ce que ce serait pas c'est un petit peu notre finalement notre façon de voir le monde, et qu'en fait on a tous notre palais imaginaire, et en fonction de ce qu'on met dedans, de ce qu'on imagine, bah en fait ça crée notre réalité finalement. C'est ce qui est cette idée-là de tout le monde est vraiment doté de ce palais imaginaire, et tout le monde peut vraiment s'en servir. Voilà, bah ça, je pense que tu as tout à fait raison. Et je pense par contre qu'il y a, il y a vraiment des personnes qui y vont plus que d'autres. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment plus ancrées dans le réel, parce que c'est quand même deux choses différentes. Toi, tu parles est-ce que ce serait pas notre propre réalité ? Et ben, je pense que, et j'en parle dans le 6e film des palais imaginaires, où son palais imaginaire est tellement prenant dans sa vie, à ce personnage, qu'il va en faire sa réalité. Et je pense que c'est encore un niveau supérieur. Je pense que on n'arrive plus trop à dissocier le réel de l'imaginaire. Et en fait, dans cet espace où on se réfugie, on se crée notre propre réalité. Et je pense que c'est peut-être autre chose. Je pense quand même que le commun des mortels, toi, moi, on fait quand même une distinction très nette entre le palais imaginaire et la réalité.
Mais oui, en effet, par contre, c'est complètement inspiré de la réalité. On puise dans des choses qui existent et on s'y approprie et on les transforme et on en fait par exemple des films, dans mon cas. dans mon cas. Et dans d'autres cas, on s'en sert même pour arriver à d'autres choses. Et par exemple, là, le nouveau film, le projet sur lequel je travaille en ce moment, Composizione Golmet, et c'est un film sur Gioacchino Rossini, un des plus grands compositeurs de son temps, donc du 19e siècle en Italie. Et lui, en l'occurrence, dans ce film, on propose une interprétation de ce qu'était son palais imaginaire. Et qu'est-ce qu'était son palais imaginaire ? Selon moi, c'est très subjectif, c'est un lieu où il pouvait mêler ses deux plus grandes passions, l'art musical et l'art culinaire. La cuisine, c'est une mélodie que l'on déguste par la bouche. Gioacchino, c'est le meilleur Filippo Rossini. Et alors, je pense que c'est incontestable, c'est-à-dire que Rossini a été compositeur et il allait dans son palais imaginaire pour composer, dans un premier temps. Ensuite, il a été gastronome et il y allait pour cuisiner, peut-être, ou pour imaginer des recettes, dont le tourne-dos. Mais dans ce film-là, je propose un idéal où il réussit à mêler la cuisine et la musique. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le privilège d'avoir quelques images ? Allez, la bande-annonce. Allez, la bande-annonce. Alors, comme ça, c'est ça que vous appelez de la musique. Et vous ? Vous aussi. C'est cela que vous appelez de la musique. Vous devez vous demander qui est ce gros bonhomme qui nous parle. Vous me connaissez pourtant. Si vous voulez le savoir, venez, écoutez comment on faisait de la musique de mon temps. Bon, on a hâte de voir ça. En tout cas, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais des petits tips, des choses que tu pourrais conseiller donner un conseil? Le meilleur conseil, oui, c'est déjà de bien s'entourer, ça c'est sûr, parce que seul on fait rien. Ça c'est plus que vrai, je pense. Le conseil, c'est aussi de pas avoir peur de la critique. Le problème, c'est quand on décide d'entreprendre des choses, eh bien, on est forcément sujet à la critique, mais la critique constructive, comme la critique, je dirais, plutôt gratuite, puisqu'on décide, on a une démarche de faiseur et on décide d'entraîner des gens vers quelque chose. Donc ça, il faut savoir qu'il faut pas avoir peur des répercussions que ça peut avoir, même à petite échelle. Bon, moi, j'en ai pas du tout à mon échelle, ou très peu, mais il faut pas en avoir peur. Il faut se faire confiance aussi. Parce que les 3/4 des personnes n'osent même pas fédérer parce qu'ils se disent je suis pas assez compétent, c'est pas un assez bon projet. Tout ça, faut non. Oui, on n'a Voilà. pas le temps. On n'a pas le temps de penser à ça. Non, mais ça, c'est évident. Il faut. Et je vais te donner un exemple. Quand j'ai fait Rossini, donc on a pu tourner à l'hôtel de ville à Lyon. Et en fait, on était dans ce lieu magnifique. Avec, vous verrez le film, mais Rossini fait une pièce montée de tartines, c'est un peu compliqué à comprendre, et j'ai regardé autour de moi et il y avait 30 personnes qui étaient là en train de se démener pour faire un film sur des tartines. Alors je rigole, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir peur du ridicule, faut pas avoir... Les gens, s'ils voient qu'il y a du travail, s'ils voient la motivation, s'ils voient le feu sacré dans les yeux, et ils suivent, et voilà, en fait je pense vraiment que il faut, ça c'est mon tips ultime, c'est il faut avoir ce feu là, il faut juste en étant passionné, tu vas inspirer les gens à suivre quoi, en fait, finalement. Et il faut surtout, moi ce que je reproche, et ce que je me suis longtemps reproché, et ce que je reproche à tous ceux qui commencent, et je continue de commencer d'ailleurs, mais c'est de manquer d'ambition. Et l'ambition, elle est très souvent critiquée dans notre société, surtout en France. En France notamment, c'est vraiment très propre à la France. Et ce qui est inexplicable, et c'est très différent pour moi de l'orgueil et de la prétention. C'est l'ambition, c'est juste, c'est un moyen d'essayer de rendre
son ordinaire extraordinaire. Yes. Et il y a vraiment possibilité de faire beaucoup de choses avec une ambition, une grande ambition. Voilà. Même une ambition démesurée. S'il y a bien un moment où on doit l'avoir, c'est au moment où, en ce moment, je pense, c'est quand on débute. Parce Super. Ok, qu'il n'y a pas de frontières. Ça me fait penser à une question que je voulais te poser. Je t'ai pas posé, mais je vais te poser du coup. Est-ce que tu te sens investi d'une mission en fait? En plus, tu parles d'ambition, je pense que ça doit être lié. Voilà, pour toi, tu penses que t'es pas ici pour rien, il y a un sens et tu te sens investi d'une mission pour créer en fait des choses. Alors ouais, par contre ce que je vais dire c'est peut-être pas la réponse attendue, mais je pense déjà que dans un premier temps c'est très égoïste ce que je fais. Je le fais pour moi parce que j'aime ça en fait, tout simplement. On parlait du feu sacré, moi ça m'anime de faire ça, c'est ce qui me plaît. Il y en a, ils aiment aller, enfin j'aime ça aussi, hein, mais ils aiment aller au cinéma, ils aiment boire des bières. Moi j'aime faire des films, c'est pour toi parce que ça te plaît, tu c'est fais ça. pas ça pour les autres quoi. Tout à pour fait, plaire. tout à fait. Moi, Sauf que par contre je trouve pas ça égoïste en fait. Hein. Oui, mais moi j'appelle ça une forme d'égoïsme. En fait, la première personne à qui ça fait du bien, Oui. c'est moi. Et par contre, là où je suis d'accord avec toi, et pour moi, ma mission, mais ça, ce sera plutôt sur du long terme, je considère vraiment que faire du spectacle, ça c'est ma vision personnelle. Faire des spectacles, faire du cinéma, faire tout ça, enfin en tout cas essayer. Il y a quand même, on doit quand même s'adresser à un public. C'est-à-dire que notre œuvre, même si on l'a fait pour nous, elle va quand même être présentée. Sinon, on la mettrait dans notre ordinateur, dans un tiroir, et ça serait fini. Bah, moi, j'ai quand même cette volonté de la montrer. Et ma mission serait j'espère que ça divertit les gens. Voilà, c'est l'entertainment, ça c'est sûr. C'est la seule mission que je me sens, dont je me sens responsable, c'est de faire des choses qui, pour moi, mais qui, en l'espérant, qui plairont tout simplement. Et même si c'est pas la finalité, c'est toujours mieux, je pense. Voilà. Sinon, c'est divertir, faire plaisir. C'est ça, voilà. C'est et c'est un peu comme ça que je vois, en tout cas, l'art que j'essaierai de faire. Ce serait pour moi un bon remède. Si on me dit j'ai eu des problèmes, je suis allé voir ton film ou ton spectacle et je les ai oubliés pendant une demi-heure, et ben je suis super content. J'aurais réussi ma mission. Génial. Voilà. Bah, est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on finisse? C'était hyper long, hyper complet. Trop long, peut-être. Merci. Franchement, déjà merci d'avoir partagé tout ça. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Du coup, t'as pas Facebook? Non, j'ai une page. Je suis juste sur des plateformes. Pour la musique, je suis sur SoundCloud. Donc, je mettrai les liens dans la description. Merci. Et Vimeo aussi, je suis sur Vimeo. Ouais. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Et voilà. Yes. Et après, on peut me suivre dans l'ombre, sur Facebook. C'est ça. Je suis pas sur Facebook, mais mon l'équipe avec qui je travaille, poste du contenu par rapport au projet. Donc il y a des pages personnelles pour chaque projet. Et je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe dedans, mais en tout cas, je sais que ça existe. Je partagerai ça dans le lien. Ça marche. Description et merci encore. Je te check. Et je te souhaite d'y arriver. Tu y arrives déjà, hein, mais de continuer d'avoir ce feu sacré, cette passion et de faire kiffer autour de toi. Bon, on va essayer. C'est cool. Ça marche. Merci à toi, Joe. Merci à vous d'avoir regardé, d'avoir suivi l'interview et à bientôt pour un nouvel épisode du Feu Sacré. Salut!